Bonjour, bienvenue sur ce live. Dites-moi d'où vous vous connectez et comment vous allez aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue. Voilà. Alors c'est un live un peu de dernière minute. Je me suis dit que j'allais venir en ligne pour répondre à vos questions sur le thème de l'amour. Super. Donc je suis à moitié en pyjama. C'est dimanche, on est cosy et donc voilà, je me suis fait ma petite tisane et on va pouvoir échanger sur le thème de l'amour comme d'habitude et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc j'ai reçu quelques questions dans la boîte à questions quand j'ai posté la story. Je l'ai posté il y a 2 heures donc j'ai pas eu énormément de retours mais j'ai eu quand même des choses intéressantes. Donc ce que je vous propose c'est que je vais commencer par ces questions-là. Et du coup, ce qui va se passer ensuite, c'est que vous aurez la possibilité, j'ai dit soit de poser vos questions en commentaire, soit dans la bulle à questions. La bulle à questions, c'est voilà, la petite bulle avec le point d'interrogation dedans. Et comme ça, je peux afficher votre question pour les autres personnes qui rejoignent le live afin qu'elles sachent de quoi on parle, ce qui est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, la première question que j'ai reçue, c'est celle-ci. Que penses-tu du Feng Shui pour activer la zone amour depuis sa maison ? Alors, je trouve que c'est une très belle question parce que je ne suis pas du tout familière avec le Feng Shui. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je me renseigne sur le sujet pour comment vraiment tirer parti de mon appartement, de mes lieux de vie énergétiquement pour ajouter encore une couche de soutien. Et étant donné que je suis vraiment dans tout ce qui est énergétique, dans le fait de grider l'espace, de planter des piliers de lumière, d'amener des boucliers, des activations, des symboles, etc. Ça, je le fais déjà. Mais j'ai pas la dimension du Feng Shui. Je trouvais que cette question, elle était vraiment intéressante parce que c'est comme si ça me ramenait un peu vers le fait de me dire « Ah bah tiens, ce serait peut-être bien que tu te renseignes sur le Feng Shui. » Et je trouve que c'est une super question aussi. Pour mettre toutes les chances de notre côté en termes d'amour. Donc, malheureusement, je n'ai aucune connaissance en Feng Shui. Par contre, ce que je peux dire, c'est que s'il y a voilà, un truc spécifique en Feng Shui qui permet d'activer l'énergie d'amour chez soi, go! Surtout aucune hésitation, il faut vraiment le faire, que ce soit des énergies d'amour, que ce soit par exemple, moi ce que j'aime bien faire c'est activer différents types d'énergie en fonction des pièces dans lesquelles je me trouve. Donc là, quand je suis revenue chez moi hier matin, j'étais partie pendant 10 ou 15 jours. Et donc du coup je suis revenue chez moi et qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, je me suis réapproprié l'espace, j'ai fait un gros nettoyage énergétique et puis j'ai activé certaines énergies pour certaines pièces. Par exemple, le coin où je travaille, j'ai amené vraiment des énergies d'inspiration, des énergies d'action, des énergies de concentration. Tout ce qui était cuisine, créativité, voilà, le goût de créer des choses avec de la nourriture, de me sentir bien, de nourrir mon corps, de booster les énergies de la santé. Et puis après le salon, plutôt la partie sociabilité, détente, etc. La chambre à coucher, le côté repos, relaxation, régénération, le côté connexion au rêve et au monde de l'invisible, mais en toute sécurité, etc. etc. Donc je trouve que l'idée d'activer l'énergie d'amour grâce au Feng Shui chez soi, c'est une extrêmement bonne idée. Par contre, je ne sais pas du tout comment faire. Donc pour les personnes qui nous rejoignent et qui voient
qui voient cette question ou qui m'écoutent, voilà, faites vos recherches, allez regarder. Je suis sûre que sur YouTube, il y a énormément de ressources de personnes qui font du Feng Shui et qui donnent des explications sur comment faire, ou même sur Pinterest, ou voilà. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie de regarder. Donc, peut-être que je ferai une petite expérimentation et que je vous la partagerai sur Instagram lorsque ce sera fait. En tout cas, merci beaucoup pour ta question. On va passer à la suivante. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis. Dites-moi d'où vous vous connectez et comment vous allez en ce dimanche. Ce dimanche cosy. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans la bulle à questions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Super question. Comment savoir si je suis prête à une rencontre amoureuse ? Alors celle-ci, je pense que on n'est jamais vraiment à 100% prêt pour quoi que ce soit dans la vie. Vraiment, il n'y a jamais de bon moment, de timing parfait. Alors oui, à moins que des rencontres aient été programmées sur les plans supérieurs au niveau, voilà, au niveau guide spirituel et planning de préconception. Mais on n'est jamais vraiment prêt, l'humain en nous. Donc, ce qu'il faut se poser comme question plutôt, c'est est-ce que je suis toujours amoureuse ou j'ai toujours des sentiments pour un ex ? Ça, c'est une question qui nous montre qu'on n'est pas nécessairement prêt ou prête pour une nouvelle rencontre amoureuse, pour partir du bon pied, d'être disponible, etc. pour une nouvelle personne. Donc, se poser cette question-là. Se poser aussi la question de quel est mon sentiment par rapport aux hommes. Comment je me sens par rapport aux hommes de manière générale ? Est-ce que j'aime les hommes ? Est-ce que j'ai peur des hommes ? Est-ce que je suis plutôt une extrémiste féministe anti-homme ? En sachant que si moi je m'adresse toujours à une communauté majoritairement hétérosexuelle, donc évidemment c'est mon point de référence puisque je parle de ce que je connais le mieux. Et voilà, si on est une femme, qu'on aime les hommes, qu'on a envie de rencontrer un partenaire homme, donc qu'on a une préférence, je dirais, sexuelle, romantique pour les hommes, qu'on a envie de rencontrer un homme, mais qu'on n'aime pas les hommes, qu'on a peur des hommes, c'est mal parti. Donc déjà, il va falloir se repositionner. Ensuite, je dirais, toutes les personnes qui disent, et ça j'avais fait un post là-dessus récemment, qu'il faut être complètement guéri de nos blessures, déjà ça c'est du bullshit, mais qu'il faut être parfaitement bien dans sa vie, dans sa peau, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, c'est faux. On peut rencontrer quelqu'un, par exemple j'ai rencontré une personne il n'y a pas longtemps, lors d'un événement qui m'a raconté la rencontre avec son mari actuel. Elle l'a rencontré le lendemain de quand elle signait les papiers de divorce de son précédent mari. Et maintenant, la personne avec qui elle a un enfant avec lui, etc. Ils ont vraiment une relation dans l'engagement et elle l'a rencontré le lendemain. Donc, c'était pas nécessairement un timing idéal. Mais voilà, la vie en avait décidé autrement et c'était le bon moment pour elle. Donc, je dirais que il faut être quand même dans une forme d'ouverture. Dans une forme d'ouverture à soi, dans une forme d'ouverture au monde, dans une forme d'ouverture aux hommes si tu es une femme ou dans une forme d'ouverture aux femmes si tu es un homme qui écoute. Et de se poser vraiment la question de est-ce que je suis dans un moment de ma vie où je pense que d'avoir une relation maintenant, ça ajouterait de la valeur à ma vie ? Ou alors est-ce que ça me prendrait de l'énergie parce que j'ai moins d'énergie, moins d'envie et cette énergie et ces envies, j'ai envie de les mettre dans autre chose parce que l'amour n'est pas une priorité pour moi. Donc c'est vraiment se poser les bonnes questions. Ensuite, si tu es célibataire depuis un certain temps et que ça te manque, que tu penses à toutes les choses que tu pourrais faire avec un partenaire et que finalement tu te sens un peu seule, que tu aimerais bien partager les choses qui se passent dans ta vie avec quelqu'un, c'est un signe. Il y a cette envie, en fait, ce désir qui doit naître à l'intérieur de toi
quand tu penses à une potentielle rencontre amoureuse. Si tu sens qu'il y a une contraction intérieure, c'est qu'il y a des choses à travailler. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas prête, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des obstacles à aller surmonter. Si tu sens, par exemple, en fermant les yeux, que waouh, tu as vraiment une expansion dans la poitrine quand tu penses à une rencontre amoureuse, alors là, je dirais que oui, c'est le bon moment. Et c'est le bon moment, il va falloir s'ouvrir encore plus, il va falloir mettre des choses en place pour aller à la rencontre de l'autre, pas pour attendre non plus que l'autre vienne dans tes champs. Mais il faut se mettre à disposition de la rencontre amoureuse. Voilà pour répondre à ta question. J'espère que ça t'a été utile. Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Dites-moi d'où vous vous connectez, comment vous allez. Et je continue les réponses aux questions. Alors, ensuite... Il y a beaucoup de bonnes questions et beaucoup de bonnes questions qui viennent d'arriver. Ok, je vais les prendre dans l'ordre, comme ça va être beaucoup plus simple. Que penses-tu de l'infidélité ? Gros sujet, l'infidélité. Alors, en toute transparence, j'ai déjà été infidèle et j'ai eu des hommes qui ont été infidèles avec moi. Mes infidélités, c'était il y a très longtemps, c'était au début de ma vingtaine, donc j'ai vraiment expérimenté ces choses et ces côtés, ces parts d'ombre dans les relations à fond. Donc je sais vraiment de quoi je parle, je sais l'impact dévastatrice que ça peut avoir sur une relation, tant au niveau de la personne qui trompe que du fait d'être trompée. Donc là, il n'y a pas de secret, hein. Pour moi, l'infidélité, c'est quelque chose de très compliqué à réparer dans une relation. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu une infidélité, il est possible, mais extrêmement compliqué de se remettre. À moins de passer énormément de temps, à moins que cette infidélité ait eu lieu au tout début de la relation et que ensuite les personnes passent 10, 15 ans, 20 ans ensemble. Voilà, et le temps fait son œuvre. Mais par principe, je dirais que l'infidélité, c'est le refus de prendre ses responsabilités et de faire des choix. L'infidélité, c'est la peur de se retrouver seul, donc de garder ses options ouvertes ou nos blessures qui sont activées et on a besoin de validation ou on a besoin de trouver peut-être chez une autre personne ce que l'on ne trouve pas chez son partenaire actuel. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'absence de positionnement et l'absence de prise de responsabilité, puisque s'il y a quelque chose qui me manque chez mon partenaire, par exemple, ce qui va être hyper important, c'est de le verbaliser. Comment est-ce que je peux verbaliser ? Grâce à la communication non violente, à l'écoute active, et puis à plein de techniques de résolution de conflits dans le couple, notamment la méthode Imago. Comment est-ce que je vais pouvoir verbaliser mes besoins à mon partenaire, mes besoins qui ne sont pas remplis. En plus, les hommes adorent savoir quand la femme exprime avec beaucoup de bienveillance et d'amour ce dont elle aurait besoin. Parce que les hommes ne lisent pas dans nos pensées. Donc à partir du moment où ils ont un problème à résoudre, ils adorent ça et ils vont faire en sorte de résoudre ce problème. Donc, exprimer vraiment ce dont on a besoin. Ensuite, pourquoi c'est l'absence de prise de responsabilité ? Parce que, par exemple, si l'on n'est plus heureux avec quelqu'un et que on va voir ailleurs, eh bien, c'est ne pas prendre ses responsabilités pour quitter la personne. Parce qu'on se trouve des raisons. C'est trop compliqué, on a des enfants, on a construit des choses, je ne veux pas changer de mode de vie, je ne veux pas changer de style de vie, oui. Mais si on reste avec une personne, pas pour les bonnes raisons, c'est qu'on se donne le bâton soi-même pour se faire battre. Donc, ça ne fait aucun sens. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et surtout, avant d'en arriver à de l'infidélité, il faut quand même faire un travail sur le couple pour pouvoir résoudre les problèmes qui existent. Si on se rend compte que les problèmes ne sont pas résolvables, alors là, il va falloir prendre des décisions. Et ça, c'est être adulte, c'est prendre ses responsabilités, c'est ne pas jouer à
avec le feu, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont ce truc de l'auto-sabotage, donc je vais jouer avec le feu parce que j'ai peur de me faire prendre et du coup ça fait monter mon désir, mais en même temps j'ai l'impression peut-être de ne pas mériter ma relation ou qu'elle soit aussi saine et du coup je vais aller la saboter et me saboter par la même occasion. Enfin, voilà, c'est tellement complexe le sujet de l'infidélité. Et là, je parle vraiment de manière générale. Après, l'infidélité pour les hommes, c'est un tout autre sujet. Mais j'ai pas trop le temps de l'aborder aujourd'hui. J'en ai parlé dans la masterclass offerte cette semaine. Voilà. L'infidélité, pour moi, c'est quelque chose à éviter. Et c'est vraiment mon avis personnel parce que ça demande énormément de réparation. Ça demande... Et la culpabilité, la conscience, porter ce poids, devoir se cacher, c'est pas ok de faire ça en fait. C'est vivre une vie qui est dans le mensonge. Est-ce que le mensonge ça nous sert? Non. Au niveau des fréquences vibratoires, c'est pas du tout ok. Enfin voilà. De toute manière, c'est des questions qu'il faut se poser de soi à soi par rapport à son propre code d'honneur, à son propre code de morale. Maintenant, j'ai envie de dire une chose, c'est que l'infidélité, c'est pas nécessairement aller embrasser quelqu'un d'autre ou aller faire l'amour avec une autre personne. L'infidélité, elle peut être émotionnelle. L'infidélité peut être émotionnelle à partir du moment où on a des rapports de proximité avec une personne du sexe opposé et qu'on sent qu'on doit cacher des informations à notre partenaire actuel. À partir du moment où il y a cette gêne et où il y a ce sentiment de faire quelque chose de mal ou de se sentir coupable, il y a une infidélité, une forme d'infidélité émotionnelle selon moi. Il ne faut pas se voiler la face. Ah mais il s'est rien passé, ah mais je fais pas... Oui, mais est-ce que tu serais complètement prêt ou prête à dire tout ce que tu fais avec cette personne et tous les échanges, partager tout ça avec ton partenaire actuel, avec la personne avec laquelle tu es? Si la réponse est non, là il faut se poser des questions et là il faut se repositionner si on n'a pas du tout envie d'être dans l'infidélité ou dans l'infidélité émotionnelle. Voilà, je trouve que c'est très facile de se cacher derrière le ah mais c'est rien passé hein. Oui, mais non, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Donc voilà pour cette question. Ensuite, j'ai reçu une question que j'ai trouvée trop drôle et je vais y répondre parce que pourquoi pas. Es-tu déjà sortie avec un homme balinais et si oui, peux-tu nous raconter? Alors, oui, je suis déjà sortie avec 2 hommes balinais. Mais c'était il y a quand même pas mal d'années, c'est au début où je suis arrivée à Bali. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter sur le sujet? Qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous? Ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il y a des grosses différences culturelles. Il y a des différences culturelles énormes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à Bali, les hommes sont vraiment plus dans une culture traditionnelle. Ils ont une sensibilité, ils ont une connexion au monde de l'invisible, ils ont une connexion à leur énergie féminine, ils ont une connexion à pas mal de choses en fait qui font qu'ils sont relativement à l'aise à la fois avec leur masculin et avec leur féminin. Donc je les trouve quand même très équilibrés au niveau de leur polarité. Ce qui pour moi est très agréable parce que je trouve que je suis quand même très équilibrée aussi au niveau de ma polarité. J'ai une part féminine très développée, mais j'ai aussi une part masculine qui est très développée. Donc l'un dans l'autre, on se retrouve. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport aux hommes balinais? Donc ces relations, c'est pas des relations qui ont duré très longtemps. Une relation qui a duré peut-être 1 mois avec un homme qui était beaucoup plus jeune que moi, qui avait, je crois, 9 ou 10 ans de moins que moi à l'époque. Et c'était il y a peut-être 6 ans en arrière, 5 ou 6 ans en arrière. Donc voilà, et c'était très sympa. Je suis sortie avec lui et c'est d'ailleurs ce que je recommande aux femmes qui sortent d'un divorce ou aux femmes qui ont été célibataires pendant très longtemps, qui ont peur vraiment de re-rencontrer des hommes. Je leur recommande de fréquenter des hommes beaucoup plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté où... c'est moins effrayant, il y a un côté aussi beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Moi ça me faisait beaucoup de bien de retrouver une forme d'admiration de la part d'un homme. C'est très agréable de la part d'un homme beaucoup plus jeune et il y a aussi le côté où ils n'ont pas été complètement détruits et blessés par l'amour encore en début de vingtaine, donc ils ont vraiment cette énergie et puis
il y a aussi un niveau de testostérone qui est extrêmement élevé, donc le côté masculin qui est quand même bien présent. Et donc, voilà, c'est très agréable pour une femme. Donc ça, c'était pour la première histoire. La deuxième histoire, ça a été un boyfriend avec qui on est resté 5 ou 6 mois ensemble, il me semble. Et là, c'était très intéressant aussi parce que ça m'a fait travailler beaucoup de choses, ça m'a fait travailler certaines blessures qui étaient présentes en moi. On recherchait pas les mêmes choses finalement, donc moi je l'ai quitté parce que j'étais pas du tout satisfaite de la relation. On était dans 2 contextes différents, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, voilà. Et ça, c'est aussi les questions à se poser lorsque l'on rencontre quelqu'un, c'est est-ce que cette relation est alignée par rapport à ma vision, ce que j'ai envie de co-créer dans une relation. Est-ce que cette personne, elle porte les valeurs que je porte, et puis est-ce qu'on regarde vraiment dans la même direction ou non? Parce que si c'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? On se laisse complètement emporter par nos hormones et finalement on en souffre parce que il y a de l'attachement qui se crée alors qu'on sait pertinemment que la relation n'a pas nécessairement d'avenir. Même si à un moment donné je m'étais dit que voilà, pourquoi pas, parce que effectivement d'être en relation avec quelqu'un qui a une culture très forte, pour moi je trouve ça très 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 sexy, c'est vraiment attirant. Les hommes ici sont connectés à leur culture, ils défendent certaines valeurs, enfin, voilà, et c'est des choses qui ne sont pas du tout présentes en Europe ou dans les Western countries. Et pour moi, il y a énormément de charme chez ces hommes et dans les relations. Ce sont des hommes qui sont extrêmement protecteurs aussi, qui vont prendre soin, qui vont se mettre au service de la femme et qui vont vraiment honorer le féminin, je trouve. Voilà, après, je ne peux pas parler des relations balinet-balinet parce que, voilà, moi je suis étrangère et c'était un contexte différent. Mais c'est vrai qu'aussi, culturellement parlant, il y a un choc des cultures, donc il faut écouter l'autre, comprendre l'autre, savoir que, par exemple, si il nous demande de ne pas faire des interprétations. Ici, on dit beaucoup est-ce que tu as déjà mangé? Est-ce que tu as déjà mangé? C'est pas pour savoir si on veut manger ensemble ou si on va se faire inviter à dîner. C'est vraiment une question de l'ordre de comment ça va, pour vraiment prendre soin de la personne et s'assurer qu'elle a bien mangé, donc qu'elle prend soin d'elle, qu'elle est en bonne santé, etc. Mais voilà, les différences d'interprétation sont fortes, donc il faut faire attention. Mais moi, je suis très heureuse d'avoir eu ces relations. Ils ont été vraiment extrêmement touchants, ces hommes, à plein de niveaux. Et je recommande, si vous avez l'opportunité de dater des hommes de cultures, d'origines différentes, de le faire parce que ça ouvre vraiment l'horizon, ça ouvre le champ des possibles et on peut être très agréablement surprise. Voilà. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de me rejoindre ici. N'hésitez pas à poser vos questions du coup dans la boîte à questions. Je vais regarder où on en est. J'ai reçu pas mal de questions du coup entre-temps. Ok, alors. Comment entrer en contact avec un homme qui me plaît? Il me regarde et il me sourit. Eh bien, il faut le regarder, il faut le sourire, il faut le regarder dans les yeux pendant 3 secondes avec un grand sourire. Voilà, tu peux aussi te toucher les cheveux, être vraiment dans une ouverture, regarder ta posture, ton corps. C'est sûr que si tu es comme ça et que tu le regardes en coin comme si tu étais une proie, je dis pas que c'est ton cas, mais je donne un exemple, l'homme ne va pas avoir nécessairement envie de venir te voir et te parler. Et voilà, il faut être aussi dans la séduction, il faut incarner son énergie féminine, il faut être bienveillante, accessible, disponible. Donc ça passe par le corps, ça passe par un sourire. Il faut que tu sois dans l'invitation. Et puis parfois, moi j'ai des copines qui sont très cash, qui vont et qui vont parler à cette personne, qui vont lui dire je m'appelle X, Y, Z, comment vas-tu? Voilà, enchanter ou se présenter. Voilà, de toute manière, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc je suis toujours adepte de tenter des choses, quitte à se faire rejeter, quitte à pas avoir le résultat escompté, parce que, voilà, je dis toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc au fur et à mesure, le rejet est de moins en moins actif. Merci pour ta question.
ensuite. Comment ne plus être angoissée à l'idée de rompre? Je suis persuadée que c'est ce que je dois faire. Alors là, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et d'abord, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce qui m'angoisse dans le fait de rompre? De quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de la réaction de la personne avec qui je suis? Est-ce que j'ai peur des conséquences? Est-ce que j'ai peur de perdre ma vie telle qu'elle est maintenant? Est-ce que j'ai peur de devoir tout reconstruire? Est-ce que j'ai peur de ne plus savoir qui je suis toute seule? Voilà, donc il faut faire la liste de tout ce dont tu as peur. Et après, moi, je recommande de brûler cette liste, d'une part. Et ensuite, tu peux faire de l'EFT, tu peux faire de l'hypnose. Mais en tout cas, aller travailler sur ta régulation émotionnelle pour inviter en toi un sentiment de sécurité et te permettre ensuite de pouvoir passer à l'action. Surtout si tu sais que c'est la bonne décision. Et ensuite, tu peux faire une liste de toutes les choses merveilleuses que tu vas pouvoir faire après cette rupture. Bien sûr, il y aura un moment de deuil parce que c'est pas parce qu'on est la personne à l'initiation de la rencontre, de la rupture, pardon. C'est pas parce qu'on est la personne qui initie la rupture qu'on n'est pas dans un deuil. Il y a beaucoup de deuil à faire après une rupture. Donc ensuite, tu consommes ton deuil, mais en parallèle, fais quand même la liste des choses que tu pourras vivre, que tu pourras incarner après cette rupture, ce qui va changer pour le mieux. Et fais une liste de vœux de ce que tu as envie de vivre, de manifester après cette rupture. Et voilà comme ton étoile du Nord. Et ça devrait vraiment t'aider à garder espoir et à switcher toute forme d'angoisse à une foi en la vie. Voilà. J'espère que cette réponse t'aide. Bonjour et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur ce live. Ok, next question. Je suis très amoureuse et mariée à un homme très engagé dans notre relation, mais qui est très pudique, peu expansif et peu affectueux. Cela me manque. Que me conseillerais-tu? Ce qui est important lorsque l'on est dans une relation avec une personne, c'est que il y a deux approches différentes. Il y a l'approche où oui, pourquoi tu fais pas ça? Je ne dis pas que c'est ton cas. Je parle vraiment de manière générale. Pourquoi tu ne fais pas ça? Et puis c'est plutôt basé sur le reproche. Et puis il y a une autre manière de faire qui est plutôt basée sur le besoin. Et donc, ce que tu pourrais commencer à faire, c'est verbaliser tes besoins à ton mari. En lui disant, pour commencer, tout ce que tu apprécies énormément chez lui. Et moi, ce que j'invite à faire, c'est au couple de faire des check-in réguliers, c'est-à-dire des check-in mensuels. Voilà, on se pose, on crée un espace. On crée un espace dans lequel on est en parfaite sécurité, on est en lien l'un avec l'autre et cet espace, il est dédié au fait de se donner, se dire ce qu'on pense de notre relation, où on en est, quels sont nos désirs, quelles sont les choses que l'on adore, que l'on apprécie chez l'autre, voilà les highlights du mois, et puis ensuite de dire ce dont on aurait besoin. Comme ça, on couvre tout. Et c'est vraiment une opportunité de pouvoir effectivement recalibrer sa relation de manière régulière et de ne pas attendre qu'il se passe des choses graves pour pouvoir parler de toutes les choses qui fâchent, de tous les besoins qui ne sont pas remplis et donc du coup mettre son partenaire, son mari en porte-à-faux. Donc comment on fait pour ensuite exprimer ça d'une manière qui ne le blesse pas? Donc il faut se poser la question. Est-ce que c'est sa nature profonde de ne pas être expansif, de ne pas être affectueux, d'être un peu pudique? Et si c'est sa nature profonde, s'il a toujours été comme ça, si ça fait vraiment partie de qui il est, il y a une partie qu'il va falloir accepter. Donc accepter de voir son partenaire comme étant de cette manière sans pouvoir le changer. C'est-à-dire que à partir du moment où une personne est naturellement pudique, que c'est pas venu avec le temps et qu'elle n'est pas très démonstrative,
on va pas en faire un public speaker du jour au lendemain. On va pas en faire quelqu'un qui effectivement va faire des gestes d'affection en public, qui va déclarer sa flamme de manière hyper romantique, même si c'est possible que cette personne soit romantique. Donc c'est vraiment de te poser la question, est-ce que ça fait partie de son identité profonde, de qui il est, de sa nature, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps, et donc du coup, ça c'est quelque chose qui peut peut-être changer. Mais la deuxième partie, qui n'est pas de ton ressort, qui est vraiment la partie libre arbitre de ton mari, de ton partenaire, c'est d'une part, est-ce qu'il a envie de faire des efforts pour pouvoir remplir tes besoins, quels sont tes besoins les plus urgents, et il faut que tu les détermines, parce que si le besoin le plus important pour toi, qui ne représente pas une immense montagne pour lui, mais qui représente un petit pas vers toi, par exemple, j'aimerais bien que tu me tiennes la main en public. Par exemple, que tu essayes de plus en plus ou une fois de temps en temps, et de faire des petits pas vers ça pour que la personne sorte de sa zone de confort mais qu'elle ne soit pas complètement à l'encontre de qui elle est. Donc déterminer avec l'autre ce qu'on peut mettre en place et ne pas lui mettre la pression, ne pas vraiment le faire culpabiliser, ne pas lui dire qu'il n'est pas assez, que ça ne nous suffit pas, etc. Mais vraiment aussi valoriser tout ce qu'il fait pour toi, que tu apprécies énormément dans qui il est et qui fait que tu es amoureuse de lui. Donc, la communication non violente, c'est important. Choisir son moment, c'est important. Choisir de le faire avec beaucoup d'amour, mettre en place des rituels de connexion pour le faire. Peut-être que vous parlez de ça et après vous prévoyez une nuit romantique avec des pratiques tantriques. Je ne sais pas s'il est ouvert à ça ou pas. Mais voilà, s'ouvrir à de nouvelles choses et vraiment se donner l'opportunité d'amener une énergie nouvelle dans son couple aussi. Et je recommande aussi les retraites de couple, parce que les retraites de couple sont vraiment des espaces où ça fait travailler beaucoup de choses, ça nous fait sortir de notre zone de confort, on voit ce qui se passe aussi dans les autres couples. Donc du coup, on a l'opportunité de voir notre manière de faire versus la manière de faire des autres, d'être inspiré parfois. Donc voilà, si tu as l'opportunité, si ton mari est ouvert, pourquoi pas. Voilà quelques pistes de réflexion pour toi. Alors, il y a une personne qui n'arrête pas d'appuyer sur le bouton pour rejoindre le live avec moi, mais c'est pas du tout ce bouton qu'il faut utiliser. C'est le bouton boîte à questions avec le point d'interrogation. Donc, si on peut... les lois naturelles, c'est toi. Si tu peux appuyer sur l'autre bouton, ce serait super parce que j'arrête pas d'avoir des flashs de notifications et en fait, ça distrait beaucoup le live. Merci 1000 fois. Ok. Si tu peux retirer ta demande, ouais, super. Merci beaucoup. Alors, Marie-Laure, je réponds à cette question qui est dans le fil des commentaires parce qu'ensuite elle va disparaître. Est-ce le signe d'alerte de ne pas ressentir le manque de l'autre lorsque l'on ne se voit pas pendant plusieurs jours? Alors, pas nécessairement du tout. Là, c'est moi qui parle et moi, j'ai pas besoin de voir la personne systématiquement tout le temps. Donc, plusieurs jours, pour moi, ça me paraît totalement naturel. Il n'y a pas nécessairement de sentiment de manque pour moi après plusieurs jours, par exemple, en relation. Je pense que tout dépend des relations, tout dépend des partenaires. Il y a vraiment 10 000 cas de figure. Donc, c'est vraiment très personnel. Après, il y a des personnes qui vont te dire ah non, moi, je ne peux pas être séparée de la personne avec laquelle je suis pendant plus d'une journée, sinon c'est beaucoup trop. Moi, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'air, j'ai besoin que la personne me manque, j'ai besoin que la personne fasse ses propres trucs. Tu vois, après, chaque personne est vraiment différente, donc pose-toi la question. Moi, je dirais plutôt, comment est-ce que tu te sens lorsque tu es avec cette personne pour déterminer, ce que tu ressens pour elle. Comment est-ce que tu te sens? Quelle version de toi elle ressort? Est-ce que tu deviens une meilleure version de toi-même? Est-ce que tu es dans la joie, dans l'expansion? Ou alors est-ce que tu es plutôt éteinte? Est-ce que ça te prend de l'énergie plutôt que de t'en donner? Voilà ce genre de questions. Parce que c'est pas du tout indicatif en fait
que c'est pas du tout indicatif d'une alerte quelconque de ne pas ressentir de manque pour la personne au bout de plusieurs jours. En tout cas, selon moi, pas du tout. Ok. Ensuite. Alors, une question en deux parties. Que penses-tu du fait d'être en couple avec une personne qui ne s'intéresse pas au sujet de spiritualité, développement personnel? N'y a-t-il pas un décalage? C'est une excellente question à laquelle je vais apporter une réponse nuancée et je vais apporter une réponse qui va être, je dirais... La première partie, c'est la version de moi il y a quelques années en arrière qui était vraiment à fond dans son développement personnel et spirituel, donc je dirais fin de vingtaine, début de trentaine, et qui ne s'imaginait pas du tout être avec un homme qui ne soit pas ouvert, qui ne soit pas spirituel. Alors spirituel, c'est un bien grand mot, qui ne soit pas sur un chemin de conscience, de développement personnel, d'investissement en lui, etc., etc. J'étais vraiment fixée là-dessus. Et puis je me suis rendu compte en fait que tous les hommes qui étaient dans cette sphère-là, grand nombre d'entre eux, étaient majoritairement sur une polarité yin, plus, et que du coup, ça ne me convenait absolument pas. Puisque moi je recherche une vraie polarité et que du coup il me fallait un homme dans son masculin qui prenne les choses en main, voilà. Par contre, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était du bullshit de vouloir être en lien uniquement avec des hommes qui soient soi-disant conscients sur un chemin, etc. Il faut savoir d'une part, et ça je l'ai vécu pas personnellement mais j'ai beaucoup observé, il y a énormément de prédateurs dans le monde de la spiritualité et du développement personnel. C'est un vivier, c'est absolument hallucinant, surtout à Bali. Donc je dis, il faut toujours faire preuve de discernement. Et ensuite, le deuxième truc qui est à mon sens le plus juste, c'est que pour moi, une personne, un homme qui est dans son cœur, qui est connecté à son cœur, qui a une forme d'empathie, qui a une bonté, qui est connecté à Dieu ou à une puissance supérieure, à quelque chose de plus grand que lui, d'une manière ou d'une autre, mais qui est vraiment dans son cœur, est un homme par définition spirituel. C'est un homme bon, c'est un homme qui va rayonner une certaine fréquence. Et donc, c'est un homme qui peut nous faire beaucoup de bien. Donc, peu importe l'activité de cet homme. Alors, évidemment, si c'est un homme, une personne... et là c'est mon prisme, donc chacun et chacune prend ce qui lui correspond, mais si c'est une personne qui travaille pour je sais pas, une entreprise d'alcool, de cigarettes, de trucs ou des trucs qui nous tuent, ou alors des multinationales qui n'ont absolument aucune conscience. Là, pour moi, par exemple, c'est un critère de sélection. J'ai besoin de quelqu'un qui m'inspire et que j'admire professionnellement. Donc voilà, si c'est quelqu'un qui travaille pour une entreprise qui ne défend pas des valeurs saines, pour moi, ça va être un problème. Mais n'importe quel homme, dans n'importe quel job qui soit entre guillemets normal, pour moi, un homme n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Il suffit qu'il soit une personne extraordinaire, à côté duquel je me sente vraiment parfaitement dans mon féminin, relaxée, en sécurité, quelqu'un qui je sens vraiment faire ressortir la meilleure version de moi, eh bien c'est le plus important. Peu importe s'il comprend mes délires d'astrologie, de human design, de communiquer avec les esprits, c'est pas important tout ça. C'est vraiment pas important. C'est des détails en fait qui finalement, voilà. Le plus important, c'est qu'un homme soit ouvert à qui l'on est. Moi, j'ai des hommes extraordinaires qui étaient très, entre guillemets, dans une forme de matrice, mais qui étaient admiratifs de ce que je faisais et qui adoraient m'entendre parler de ça. Pourquoi ? Parce que les hommes adorent quand les femmes sont passionnées par quelque chose. Elles sont dans leur énergie féminine, elles deviennent magnétiques. Voilà. J'espère avoir pu répondre à ta question. Ok. Ensuite,
Très anxieuse, je n'arrive pas à m'ancrer, me sentir suffisamment forte pour ne pas être dans la dépendance affective. La dépendance affective, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet qui est très répandu. C'est lorsque l'on a tendance à être nourri par ce que l'autre nous apporte au lieu de remplir nos propres besoins d'abord. Alors moi je dis toujours qu'il ne faut pas attendre d'être complètement guéri pour pouvoir être en couple. Le couple est un excellent terrain de guérison. On peut vraiment apprendre beaucoup plus à s'aimer soi-même en compagnie d'une personne qui nous aime profondément, et ça travaille en effet miroir. Par contre, le côté de la dépendance affective, c'est de se poser la question: qu'est-ce que je recherche et qu'est-ce que j'arrive à obtenir de la part de cette personne que je ne me donne pas à moi-même? Parce que c'est comme si c'était une drogue où tu te disais que tu ne pouvais obtenir ce qui te rendait bien que à travers cette drogue et non pas de toi à toi. Donc ensuite, c'est comment est-ce que je peux m'apporter ce dont j'ai besoin moi-même et nourrir ça. Donc c'est vraiment repartir de zéro dans notre relation de nous à nous. Mieux se connaître, mieux se respecter, prendre du temps pour passer du temps seul avec soi-même. Souvent les personnes qui sont dans la dépendance affective ont vraiment du mal à passer du temps seul. Donc réapprendre ce que c'est de passer du temps seul avec toi, de te dater toi-même, de t'emmener toute seule au restaurant, de t'emmener toute seule au cinéma. Vraiment de faire tout ce que tu aimerais faire avec un partenaire, mais de le faire seul et de t'apporter beaucoup d'amour, de passer du temps avec tes amis, avec des personnes qui te veulent du bien, qui nourrissent ta vie, et de te dire que ce que tu cherches à l'extérieur est déjà en toi. Et après, il y a un travail thérapeutique à faire. Il y a un travail thérapeutique où il faut aller travailler ses blessures du passé, ses blessures d'enfant, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Voilà, c'est surtout la peur de l'abandon, la dépendance affective, c'est la peur du jour au lendemain de ne plus avoir notre dose, notre fixe. Et donc du coup, on a besoin d'être constamment en lien. Et c'est une addiction. Donc une addiction, comment on la traite? Eh bien, je te recommande aussi d'aller voir les 12 steps. Donc ça, c'est le programme anglophone des alcooliques anonymes ou de toute personne qui a une dépendance à quoi que ce soit. C'est les 12 étapes. Donc la première, c'est vraiment d'accepter qu'on ait un problème, par exemple. Et je dis problème parce que problème égale solution. Il y a toujours une solution à un problème, donc c'est pas une impasse. Et aller voir vraiment ces 12 étapes qui passent par l'acceptation, le pardon, aller vraiment se pardonner soi-même, etc. Et puis voir les dégâts, observer les dégâts que ça cause dans notre vie et te connecter à ce que tu aimerais vivre à la place. Et te donner les moyens d'arriver à incarner, à être cette personne que tu envisages sans la dépendance affective. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un travail thérapeutique à faire. Et il y a un travail de retrouver et de réguler ton système nerveux lorsque tu es seul, lorsque tu n'es pas en relation ou pas avec un partenaire. Voilà. Ensuite, là j'ai la dernière question qui a été posée. Donc si vous avez d'autres questions à poser, je vais en prendre une ou deux encore s'il y en a d'autres. Et sinon, on terminera tranquillement ce live. Donc vous pouvez poser vos questions dans la petite bulle ici en bas. Je crois que c'est une ligne droite jusqu'à mon doigt. La bulle en bas avec le point d'interrogation. Alors, comment fait-on lorsqu'on rencontre un homme qui nous plaît mais hors contexte de rencontre amoureuse? Pour ma part, mon dentiste. C'est délicat, tant de questions. Est-il libre, intéressé? Comment sortir du cadre contextuel, etc. Alors effectivement, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat quand notre boulanger, notre dentiste, le chauffeur du bus ou de taxi ou peu importe, nous plaît beaucoup. Déjà, pose-toi la question. Parce que c'est ton dentiste, il te plaît, mais c'est l'image que tu projettes de lui qui te plaît. Parce que tu ne le connais pas vraiment en tant que personne, tu le connais dans un cadre professionnel. Donc, pose-toi la question, dans ce cadre professionnel, quelle est l'image, quelle est la projection que je me fais de lui?
c'est beaucoup de l'ordre du fantasme, hein, quand on a un crush sur notre dentiste ou sur d'autres personnes. On ne connaît pas ces personnes dans la vraie vie, mais on les connaît dans une position de pouvoir, dans une position dans laquelle ils excellent. Donc forcément, un homme qui fait ce qui lui plaît et qui est bon dans ce qu'il fait et donc dans la confiance, il dégage quelque chose de fort et donc d'attirant. C'est pas du tout une surprise. Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui m'attire chez lui ? Est-ce que c'est le fantasme, l'illusion, ou est-ce que c'est vraiment des traits particuliers qui m'ont touchée, qui m'ont émue ? Peut-être que c'est un dentiste qui a beaucoup d'empathie, peut-être qu'il écoute et qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, donc du coup tu te sens vu, entendu, et voilà, ça a déclenché quelque chose. Peut-être que c'est purement physique, et dans ce cas-là, c'est plutôt chakra du bas, tu vois, que chakra du cœur. Donc moi, ce que j'invite à faire, c'est vraiment observer, faire preuve de discernement, te poser les bonnes questions. Et ensuite, si tu es là, non, il me plaît vraiment et c'est pas vraiment purement une attirance physique, voilà. Et même, quand bien même, si c'est juste une attirance physique, fais le premier pas. Et dis-lui, glisse-lui ta carte, propose-lui d'aller boire un verre, demande-lui s'il est marié avant, demande-lui... Déjà, voilà, dans un premier temps, je balance un peu tout dans le désordre, mais dans un premier temps, voilà, sonde pour savoir s'il a quelqu'un dans sa vie. Ah, et vous avez... Si la prochaine fois, il te demande comment tu vas, tu peux lui dire ça va très bien, je suis ouverte à la rencontre amoureuse. Tu vois, parce que plus on en parle et plus on assume le fait que l'on est dans une forme de rencontre amoureuse, on est ouverte à la rencontre, et plus les gens vont... plus la vie va nous amener des personnes qui vont être là pour qu'on les rencontre. Donc... tu peux ouvrir le sujet comme ça et s'il te dit intéressant, et tu peux lui dire, et vous, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie, par exemple, ça te permet d'avoir des informations. Ou alors tu peux demander des informations à, à la secrétaire médicale du cabinet s'il y a, ou voilà. Mais va droit au but pour t'éviter de perdre du temps et puis de rester dans un fantasme. C'est ce que je recommande vraiment dans ces situations. Et voilà, et après, il faut être capable d'accepter le fait de se faire recadrer si la personne est déjà prise et tout, puisqu'il s'agit d'un contexte professionnel. Donc voilà, il faut ensuite que tu mettes ta fierté de côté, que tu acceptes et que tu sois OK d'avoir fait ce pas, de t'être fait recadrer si recadrage il y a, pour ensuite revenir dans un rapport vraiment patient-dentiste, patient-docteur. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais c'est vraiment du discernement. Et puis, le truc, la possibilité qui existe aussi, c'est qu'il est célibataire, qu'il y a un feeling entre vous et que vous allez boire un verre pour apprendre à vous connaître, ou un café, ou je ne sais quoi. Et que là, tu apprendras aussi à faire la différence entre le fantasme et les projections de cet homme que tu apprends à connaître et qui il est réellement dans son essence, avec ses valeurs, avec ses traits de caractère, etc. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Donc ensuite j'ai une question d'Adeline. Que penses-tu de l'IFS ? Je ne sais pas du tout ce que c'est l'IFS. Donc si tu peux me mettre en commentaire ce que c'est, et je verrai. Travailler le transgénérationnel en amour peut aider à débloquer des schémas répétitifs ou le fait de ne pas arriver à trouver une bonne personne. Bien sûr. Pour moi, le transgénérationnel, une évidence lorsque l'on veut travailler sur soi pour enlever les blocages qui empêchent d'accéder à une ouverture dans la rencontre amoureuse. Donc on a le transgénérationnel, on a aussi travaillé avec l'inconscient dans cette vie présente, c'est-à-dire aller déprogrammer toutes les croyances limitantes ou tous les traumas qui en fait font qu'on a des prismes qui se sont installés, desquels on voit et on considère notre vie et le champ des possibles, et donc on diffuse, on est comme une radio qui serait branchée sur une certaine fréquence calibrée depuis l'espace de notre trauma et notre inconscient et toutes les émotions qui n'ont pas été digérées, qui fait que par exemple on est programmé sur la fréquence j'attire que des hommes qui ne veulent pas s'engager, ou j'attire des hommes qui vont se transformer en abuseurs, ou etc. Eh bien tout ça c'est quelque chose qui peut aussi se reprogrammer,
qui est très important, c'est un travail qui est extrêmement important à faire, c'est un travail thérapeutique à faire en parallèle de tout autre travail et formation. Par exemple, pour les personnes qui suivent le programme La Rencontre, qui a commencé hier, mais qui est toujours ouvert pour les inscriptions entre parenthèses, c'est toujours ouvert encore pendant une semaine. Pour ces personnes-là, je leur ai bien dit, et je le répète systématiquement au fur et à mesure du programme, c'est que oui, c'est un programme qui vous apprend énormément de choses et en parallèle, je vous recommande de faire un travail thérapeutique, que ce soit avec moi en one-to-one, que ce soit avec des thérapeutes spécialisés, que ce soit en hypnose, que ce soit en EFT, que ce soit... moi, je ne suis pas très fan des psys parce que blablabla, on parle beaucoup, on ne travaille pas sur l'inconscient. Pour moi, tout ce qui est de l'ordre de schéma répétitif, c'est aller déprogrammer, reprogrammer l'inconscient. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait par la parole, par la libération de parole. Par contre, coupler la libération de parole à un travail sur l'inconscient, c'est extrêmement efficace. Mais en tout cas, le travail thérapeutique, extrêmement important. Donc, oui pour le transgénérationnel à 10 000%. Oui pour les traumas, l'inconscient, tout ce qui est logé en nous de cette vie actuelle. Et en plus du transgénérationnel, moi j'ai un super bouquin que je recommande qui est malheureusement en anglais, mais pour les personnes d'entre vous qui parlent anglais, je vous dirai quand il sera sorti en français. C'est un bouquin qui s'appelle It Didn't Start With You de Mark Wallin et il parle de tout ce qui est syndrome de la date anniversaire, transgénérationnel et tout. Sinon, il y a tous les travaux de Anne-Ancelin Schutzenberger qui a notamment écrit Ses enfants malades de leurs parents, etc. J'adore cette femme, elle est extraordinaire et ses ouvrages sont incroyables. Et elle parle aussi des syndromes de date anniversaire, de tout ce qui est transmis de parents à enfants qu'on porte en nous et qu'il faut absolument libérer pour pouvoir vraiment s'approprier notre pleine identité dans cette vie. Et du coup, par rapport à la deuxième partie de ta question, le fait de ne pas arriver à trouver une bonne personne. Quand on change nos prismes, quand on change la manière que l'on a de voir les choses, quand on regarde la vie avec des yeux différents, c'est comme quand j'ai beaucoup de femmes qui posent les questions « mais où sont les hommes bien ?» Mais les hommes bien sont partout. Mais en fait, ça vient de notre responsabilité, de si on sait réveiller l'homme bien ou si on active le démon chez lui, si on active, si on transforme le prince en crapaud. Et souvent, ce dont les femmes ne se rendent pas compte, c'est que on peut transformer le meilleur des hommes en le pire des hommes, rien qu'avec notre comportement, la manière dont on va lui parler, l'énergie qu'on va diffuser, etc. Donc, les hommes bien, les hommes bons sont partout. Les femmes bien, les femmes bien sont partout. Il n'y a pas de... Voilà, partout. Il suffit juste de changer notre filtre. Et en plus, c'est ce qu'on appelle au niveau... Voilà, on va parler un peu technique. On a l'inconscient. On a ensuite notre conscient et entre les deux, on a ce qu'on appelle un filtre, le système d'activation réticulaire. Et donc ce système d'activation réticulaire agit vraiment comme un filtre entre l'inconscient et le conscient. Donc notre conscient, c'est 10% vraiment de notre fonctionnement. 10% de notre fonctionnement est régi par notre esprit conscient, 90% est régi par notre inconscient. Donc notre inconscient va prendre les décisions et ensuite le filtre va limiter notre expérience du conscient en fonction de nos croyances qui sont logées dans notre inconscient. Donc si on travaille sur l'inconscient, qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer le filtre. Et donc en changeant le filtre, on change notre expérience et l'expérience que l'on fait de la réalité. Tout simplement. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme qui vit dans la même ville, dans le même quartier, qui a le même travail, qui a le même âge, qui a le même passé, qui a, je sais pas, disons la même histoire et où il s'est passé deux événements très différents à un moment donné de la vie de ces femmes, eh bien elles vont avoir une expérience complètement différente de leur vie parce que leur prisme sera différent. Alors que pourtant on aurait pu penser que voilà, elles avaient le même contexte et que elles auraient pu avoir une vie similaire ou les mêmes expériences, pas du tout. Alors Adeline, Internal Family System pour partir à la rencontre des différentes parts de soi et à se réunifier. C'est comme une sorte d'hypnose active. Ça a l'air très intéressant, ça me fait penser du coup à
à la fois à ce que je fais en constellation familiale que j'appelle du life mapping, mais c'est des constellations familiales qu'on travaille. On ne travaille pas uniquement avec la famille, hein. Je travaille beaucoup avec plein d'éléments différents. On travaille aussi avec le monde de l'invisible. On peut amener voilà, des guides spirituels, on peut amener des événements, on peut amener des éléments particuliers comme la peur des hommes ou la blessure du rejet, ces choses-là, et on va les désactiver et on va ainsi récupérer aussi des parties de soi. Ça me fait aussi penser au recouvrement d'âme en chamanisme. Mais par contre, je ne suis pas du tout familière de cette technique, mais elle m'a l'air très bien, puisque le principe étant de réunifier les parts de soi, et à partir du moment où on se réunifie et on active vraiment les parts authentiques de nous, et on désactive ce qui a été programmé qui ne nous appartient pas, et on s'en libère, eh bien ça nous mène vers de plus en plus d'authenticité, et du coup, vers beaucoup plus de légèreté. En tout cas, merci de ton partage, c'est intéressant d'entendre parler de ces nouvelles techniques. Voilà, on arrive au bout des questions. On arrive au bout de ce live. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce live aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous rappelle que la rencontre est encore ouverte pendant une semaine. Le premier module vient juste d'être débloqué, donc il est encore temps de rejoindre le programme. Vous avez des facilités de paiement. Si jamais vous vous posez la question, que vous hésitez, que vous ne savez pas, envoyez-moi un petit message en privé. Je réponds toujours aux messages en privé. On peut en parler, on peut voir si le programme est fait pour vous ou pas. Il y a aussi l'autre programme Mieux comprendre les âmes qui est toujours en promo jusqu'à ce soir, 23h59 heure de Paris. Voilà. Et puis après, il y a plein de petites options sur mon site internet, sur mon Podia. Vous trouvez tout via le lien dans ma bio, les épisodes de podcast que j'ai enregistrés. Et je vous recommande aussi de visionner les autres lives gratuits qu'il y a sur mon compte Instagram si vous voulez beaucoup de contenu sur l'amour et des réponses à toutes vos questions. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse suite de votre journée et je vous dis à très vite.